On enchaîne maintenant avec Jérémy Valentin, qui est chef de projet Open Data chez Montpellier Méditerranée Métropole. Quels enjeux autour du partage et de l'accès à la donnée? On a commencé à évoquer la notion d'Open Data. Tout ça s'inscrit dans un cadre réglementaire avec voilà, des obligations qui s'imposent à des acteurs publics, comme une métropole qui est celle de Montpellier par exemple. Donc voilà, qu'est-ce que c'est que l'open data et comment ça s'organise en France? C'est un peu voilà, un des sujets évoqués dans votre intervention. C'est un peu le but. Déjà, bonjour à tout le monde, merci à la chaire pour l'invitation. Donc, je suis Jérémy Valentin, je suis le chef de projet Open Data pour la ville et la métropole de Montpellier depuis trop longtemps, depuis 12 ans. Dans ce monde-là, Donc on arrive à se renouveler et ça reste un sujet passionnant. Oui, oui, ça change, c'est assez rigolo. Et je suis géographe de formation, donc je connais un peu cet univers. Donc je vais vous présenter un peu qu'est-ce que c'est l'open data pour une métropole et quelles sont nos problématiques un peu rurales, parce qu'on n'est pas un territoire rural, mais on a quand même 2-3 problématiques qui sont communes. Donc pour commencer, quand on fait de l'open data, on aime bien citer cette phrase qui est, peut-être certains le savent, mais qui est l'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme. La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration, comme quoi le fait de partager la donnée issue des collectivités, des ministères est inscrit dans les principes régaliens. Alors je ne suis pas sûr qu'en 1789 ils aient pensé à l'open data, ouais. À l'open data, et surtout quand on se fait livrer un lidar de 2 Tera, de savoir comment on le partage derrière. Mais en tout cas, voilà, on cite souvent cette phrase pour montrer que c'est quelque chose à la limite du régalien, du fait que les citoyens puissent accéder à l'open data. Plus récemment, donc rapidement, parce que c'est pas, déjà je suis pas juriste, mais le cadre légal en France, on cite souvent ces 3 lois. La loi qui fait référence, c'est la loi CADA. Donc la CADA, c'est la Commission d'accès aux documents administratifs, qui est l'instance, quand vous demandez un document administratif, si on vous le refuse, vous pouvez saisir la CADA, et la CADA va vous dire si vous avez le droit ou pas légitimement d'accéder à cette donnée. Donc si vous demandez le PLU de Montpellier et que je ne vous le donne pas, la CADA me dira donne le PLU à cette personne. Le plan local d'urbanisme. Voilà. Et si vous demandez les plans d'une centrale nucléaire, il y a peu de chances que la CADA vous autorise à les avoir. Ensuite, il y a la loi NOTRe qui a pour nous, collectivité territoriale, a beaucoup changé. Et la dernière loi, la grande loi, c'est la loi pour une république numérique, dite loi Axel Lemaire de 2016, qui en gros oblige toutes les communes de plus de 3500 habitants à partager leurs documents administratifs au sens de la loi CADA, gratuitement, avec une licence dans un format interopérable. C'est-à-dire, je ne peux pas diffuser le PLU en PDF, je n'ai pas le droit. Et je ne peux pas vous dire, venez le chercher en mairie, je l'ai imprimé, j'ai plus le droit de faire ça. Donc ça, c'est pour toutes les communes de plus de 3500 habitants en France, bon, à l'exclusion de données relevant de la sûreté et données personnelles. Je n'ai pas le droit de diffuser vos données personnelles. J'ai le droit de les acheter, mais on en parlera après. Donc voilà, ça c'est en gros c'est ce qui fait foi aujourd'hui en France. Donc un petit état des lieux. Donc ça c'est un travail qui est fait par une association qui s'appelle Open Data France, qui regroupe plusieurs collectivités en France sur ça. Donc les communes de plus de 3500 habitants en France, ça représente à peu près 5300 communes. Donc on voit que sur ces 5300 communes, il n'y a que, alors là, je sais pas, c'était en octobre 2022, mais il n'y a que 15%, il n'y a que 728 communes de plus de 3500 habitants qui ont ouvert leurs données. Bien entendu, c'est beaucoup plus facile pour une métropole de 500 000 habitants d'ouvrir ces données que d'une commune de 10 000 habitants qui a juste pas que ça à faire, qui n'a aucune ressource à mettre dessus et qui n'a pas forcément des données intéressantes. Donc on voit clairement qu'en France, plus le territoire est gros, aujourd'hui je crois que c'est 100% des régions, les départements 64 et tout ce qui est plus de 100 000 habitants et toutes les principales métropoles peuvent diffuser de la donnée, tout simplement parce qu'elles ont les moyens déjà de payer un gars comme moi pour le faire. Ça peut aider. Et qu'on a quand même beaucoup de données, avec beaucoup de données, enfin, on commence à avoir la donnée avec de la forte valeur. Donc la loi impose quelque chose, c'est excessivement difficile pour beaucoup de territoires, et en particulier les territoires ruraux, de partager de la donnée.
Nous, on essaye d'accompagner nos communes dites rurales. Je ne sais pas si peuvent être qualifiées au sens de rural par rapport à ce que j'ai vu. Périurbain, on va dire. Voilà. J'ai des communes. La plus petite commune de la métropole, c'est Montaut. Il doit avoir 800 habitants. Voilà, pour nous, c'est rural, sachant que j'ai des services avec plus d'agents que d'habitants dans cette commune. Donc, on essaye de les accompagner. Je vous montrerai après. Mais donc, voilà à peu près l'état des lieux en France. En termes de cartographie, ça ressemble à ça. Donc on voit des concentrations autour des principales métropoles, avec la Bretagne qui a fait... Alors ils font toujours tout mieux que nous autour des données. Donc ils ont fait un gros travail avec beaucoup d'intercos de plus petite taille. C'est pour ça qu'eux arrivent à diffuser de la donnée sur... Et puis on imagine la coopération territoriale aussi peut-être plus forte dans cette région. Oui, après il y a on va dire une tradition administrative qui est différente par rapport à d'autres territoires. Nous, dans le sud, on est un peu différents. Puis nous, de maintenant, on est copains avec Toulouse, bref, donc il se passe, c'est un peu différent. Mais donc voilà, vous avez un état des lieux, en France. Il faut savoir que la France est quand même un des pays les plus avancés en termes de partage de données. Dans les différents classements, on ressort souvent premier, deuxième, voire troisième sur le partage de données avec l'Angleterre, les États-Unis, l'Allemagne, l'Espagne qui suivent ou qui sont dans ce trio de tête. Quel intérêt, du coup, à partager toutes ces données? Eh bien, quel intérêt Voilà, pourquoi faire ça? Alors aujourd'hui, c'est la loi. Donc nul n'est censé ignorer la loi, donc je suis obligé de le faire. C'est un service public. En gros, vous êtes citoyen, vous avez droit d'accéder à des données brutes de votre territoire. Mais nous, quand on a commencé bien avant la loi. On a commencé en 2011, donc on l'a fait. Au début, c'était un triptyque. C'était le premier, c'était porter à connaissance, tout simple. On a de la donnée, on la partage, comme ça les gens peuvent y accéder. Le deuxième, c'était favoriser la transparence de l'action publique. On paye des impôts. Avec ces impôts, je dis je, mais c'est pas moi. Citoyen. Voilà. Enfin, la collectivité. La collectivité on la redistribue, on achète des données. Donc cette donnée a déjà été payée une fois. On s'en sert pour un usage. Le principe, c'est si je la mets à disposition, sa valeur peut être décuplée. Et donc, comment je répartis les subventions aux associations, combien je donne tous les ans au club de foot, combien je donne au club de pétanque du quartier. Donc, il va y avoir un aspect transparence de l'action publique. Alors là, il y a la vision, on va dire, européenne, anglo-saxonne est un peu différente. Sur des portails open data dans les villes américaines, vous avez les grilles salariales complète avec des noms. Vous pouvez savoir combien gagne telle personne, mais ça après on est plus sur des différences culturelles, où aux États-Unis, vous avez en Angleterre le détail de tous les cadeaux qui sont offerts, toutes les prestations qui sont offertes aux élus. Ça va de la barre chocolatée aux places pour l'opéra. Voilà, nous, les cultures, on va dire, latines, sont un peu différentes sur ça, mais voilà, l'idée était là. Et le troisième point qu'on mettait beaucoup en avant en 2010-2011, c'était encourager la création de services innovants. En gros, nous, on a la donnée, on s'en sert pour un truc, on va la mettre à l'extérieur. Il y a forcément plus d'intelligence. Nous, on est 8000. En dehors, il y a 500 000 personnes. Les gens vont forcément créer de la valeur avec ces données. Donc ça, on l'a un peu survendu au début. Donc moi, mes premières réunions, les premières années où on partage la donnée, j'étais chez mon DGS. Alors, Jérémy, combien d'emplois créés, combien d'applications créées? Comme si on croyait qu'il y allait avoir des Facebook qui allaient été créés à Montpellier. Autant vous dire que, je le répète souvent, mais pendant des années, la seule personne qui gagnait sa vie avec l'open data, c'était moi. Mais ça, c'est venu après avec plus de données qualité. Donc, on l'a un peu survendu. On s'est un peu tiré une balle dans le pied, croyant que ça allait être fait. Aujourd'hui, c'est une réalité. Mais voilà, donc c'était la stratégie. Et aujourd'hui, un point qu'on met en avant, qu'on ne mettait pas du tout en avant au début, c'est en fait, on s'est rendu compte qu'une grande partie de nos utilisateurs, enfin pas une grande partie, une partie de nos utilisateurs sont des agents internes, que c'est un outil qui fluidifie le partage de données avec d'autres collectivités, avec la région, avec le département, et que ça valorise beaucoup le travail des agents en fait. Nous, on avait des gars, on leur dit, bon, vous avez quoi comme données? Moi, j'ai la géologue des 3600 passages piétons de la ville de Montpellier. Ça intéresse personne, pourquoi on diffuserait? Nous, en fait, on s'interdit de se poser cette question. Non, on la prend et on la diffuse.
Et en fait, ça responsabilise les gens par rapport à la qualité de la donnée. Et puis des fois, on a des retours, on dit, bah, regarde, il y a des gens, ils ont pris ces données, ils ont mélangé avec ça là, ils ont réussi à faire ça. Ou des gens qui nous font des retours qualité, bah, là, il y a la géologue de 10 passages piétons, elle n'est pas bonne. Donc ils nous font un retour, et nous, on le donne au métier. Et donc en fait, on s'est rendu compte que le fait d'ouvrir de la donnée, de la partager, Contribuer à l'amélioration de cette qualité. C'est ça. Et après, nous, on a aussi un travail, il y a un gros travail qui est fait aujourd'hui par l'État sur la mise en place de schémas nationaux. Et des fois, on dit, OK, toi, tu diffuses la donnée avec ton format exotique. Ça serait bien si on migrait vers le schéma national. Comme ça, elle sera plus interopérable, elle pourra être plus facilement requêtable par d'autres outils et être réutilisable. Donc ça, maintenant, on est vraiment sur la modernisation de l'action publique pour nous. Et on met presque plus ça en avant. En fait, quand on fait un projet data avec des équipes, on leur parle de qualité, de schéma. Et la partie ouverture, c'est vraiment le dernier truc, c'est à la fin. Oui, on l'ouvrira, de toute façon, c'est la loi. On ne se pose plus la question. Ou avant, où on avait l'entrée, non, il faut le rendre public. Il faut le faire. Au début, nous, notre but, c'était le plus de données possible, le plus rapidement possible. La qualité, ce n'était pas le sujet. Aujourd'hui, on est plus sur ça. Et donc, ça, c'était la phase 1. Après, est arrivée la loi. Et nous, aujourd'hui, on a beaucoup d'enjeux autour des données. En fait, les enjeux sur nos données, c'est assez simple. Elles sont à nous, on les partage pas, pour X raisons. J'évoquais le coût de comment partager un lidar de 2 Tera. Aujourd'hui, je suis tactiquement pas capable de le partager. Donc, c'est à la demande et les gens me demandent un carré, je peux leur fournir. L'autre jour, quelqu'un m'a demandé toute la métropole. C'est 2 Tera, je lui dis, viens avec un disque dur et je te le copie. Le gars a fait, non, c'est bon, je viens pas. Mais donc voilà, ça, nous, c'est nos questions à nous. Mais nos enjeux, donc là, c'est un schéma qui a été fait pour Nantes Métropole, mais ça marche avec toutes les métropoles. Hein. C'est ce qu'on appelle, il y a plusieurs cercles de données. Donc nos données, les données de nos délégataires. Donc ça, pour nous, c'est assez facile. La loi est très claire sur ça. Les données délégataires, elles sont à nous. Donc c'est nous qui décidons. Délégataire, donc c'est le cercle orange. Ouais, c'est le premier cercle. Pour nous, c'est par exemple la régie des eaux. Enfin, la régie, c'est une régie, mais la TAM, le réseau de transport, Altemed. L'eau, l'électricité, le transport. Pas l'électricité, l'eau, le transport, l'aménageur, donc CERM, Altemed. Donc voilà, c'est nos propriétés, en gros, c'est nous qui décidons. Après, il y a les données d'intérêt général, qui sont souvent des données publiques, et des gens avec qui on travaille, mais souvent par convention. Alors après, il y a l'hygiène qui est là, qui, au fil des temps, a complètement fait évoluer sa politique de partage de données, mais avec Enedis ou avec la SNCF, certaines données sont publiques, d'autres sont accessibles par convention. Et en fait, nous, on a besoin de ces données. Et après, il y a le dernier cercle, il y a les données d'intérêt métropolitain, mais qui sont des données privées. Et donc là, nous, on a beaucoup de jeux d'acteurs avec ça. Alors, soit on a des jeux d'acteurs assez basiques, c'est qu'on achète de la donnée. Nous, vous parliez en introduction sur les données de mobilité. Nous, on a énormément, alors pour les Montpelliérains, vous voyez que la ville est un peu en mutation, qu'on aime bien faire des travaux. Depuis quelques années, je crois. Oui. Et donc, savoir comment les gens se déplacent, c'est excessivement important. Et on a des méthodes un peu d'enquête, mais qui sont assez peu réactives. Donc, on a besoin de savoir ça. Donc, nous, on achète des données à Orange, à des opérateurs téléphoniques. On achète des données Vous avez tous un smartphone, vous avez toutes des applications. Sur ces applications, il y a des traceurs. Ces données sont revendues. Nous, on achète ces données-là. Qui les vend ? Des intermédiaires, des boîtes intermédiaires qui, en fait, agrègent dans une application comme Marmiton ou, je ne sais pas, celle de Météo France. Vous avez, pour la publicité, vous avez plus de 200 trackers. Et toutes ces données, après, sont agrégées, anonymisées et revendues à des tiers, dont nous. J'imagine que vous devez vous assurer, en tant qu'organisme public, du RGPD, respect de la réglementation tout au long de cette chaîne Mais par exemple, on achète transfert de propriété. On commence à beaucoup acheter des données, ce qu'on appelle FCD, donc Floating Car Data. Aujourd'hui, vous avez une voiture. Votre voiture communique chaque minute 50 jeux de données à votre constructeur. Alors, plein de données liées à comment vous accélérez, comment votre batterie, comment vous passez les vitesses, l'usage des pièces. Mais plein de données sur vous partez d'où et vous arrêtez où. Et nous, ça, c'est des données super intéressantes. Donc voilà, donc nous, on précise qu'elles sont toutes anonymisées, bien sûr. Oui, c'est agrégé par des niveaux d'agrégation importants. Oui, tout à fait. Ouais. Oui, je sais pas, je connais pas.
sais pas. Comment je suis arrivé ici aujourd'hui? Non, je ne sais pas en quoi vous roulez, mais si votre voiture est après 2016, il y a de fortes chances que Pas de voiture. vous n'avez pas de voiture. C'est pas Vous tout à inquiétez fait pas. vrai. C'est pas tout à fait vrai, Bientôt, c'était juste histoire de me la péter. bientôt, je pense que les vélos communiqueront et on récupérera des données des vélos. Aujourd'hui, on compte les vélos, mais je pense que les vélos communiqueront bientôt et on pourra récupérer aussi ces données-là. On parle justement beaucoup de mobilité. Est-ce que c'est le premier type d'usage qui génère des utilisations par des tiers? Pour nous, c'est la donnée, c'est les données les plus réutilisées, les plus téléchargées et celles qui créent le plus de valeur, entre guillemets. Et qui les utilise concrètement? Alors, sur les données mobilité, ça va de... Moi, je peux passer ma matinée avec une association qui promeut le vélo à Montpellier, par exemple, qui s'appelle Vélocité, qui consomme beaucoup de données sur les comptages vélo pour alimenter, en gros, leur rapport et ça. Et l'après-midi, travailler avec Google pour... nous, un des plus gros utilisateurs, c'est Google, qui vient chercher la donnée des transports en commun pour la mettre sur Maps. Et en fait, ils peuvent le faire une fois toutes les 7 semaines, mais moi, ça touche énormément d'utilisateurs. Et ça, pour moi, il y a eu beaucoup de jeux d'acteurs avec eux. Donc nous, légalement, on diffuse cette donnée. Mais au début, on ne la diffusait pas trop. On a été une des dernières métropoles à diffuser les données de transport parce qu'on voulait promouvoir l'application de la TAM. Ceux qui sont à Montpellier doivent connaître M-Ticket. En disant, les Montpelliérains, pour faire le calcul d'itinéraire en transport en commun, ils utilisent la TAM. En fait, moi, je ne sais pas comment vous faites, mais moi, quand je vais dans une ville, je ne me dis pas, je vais télécharger l'application de l'AOM locale. Non, je vais sur Maps et j'attends. Donc, il y avait plein d'utilisateurs, il y a plein de congrès, il y a plein de touristes, mais en fait, ils n'avaient pas l'information sur le transport en commun. Et quand on promeut l'utilisation du transport en commun, c'est un peu dommage. Donc après, il a dit, il faut que Google utilise... Donc on m'a dit, Jérémy, téléphone à Google. Donc là, tout un projet de vie aussi, c'est un peu comme appeler l'Internet. Hein. Donc à bout d'un moment, on trouve des êtres humains à qui parler. On ne sait pas trop où ils sont, mais on trouve des êtres humains à qui parler. Et on leur dit, regardez, on a les données en termes de licence. Il y a beaucoup de questions juridiques. En termes de licence, vous pouvez les réutiliser. Et donc là, ils ont pris nos données, ils ont fait, OK, on peut les utiliser, mais elles ne sont pas complètement propres. Il faut les nettoyer. Et nous, c'est poser une question. Est-ce que c'est à nous de le faire ou est-ce que c'est à Google de le faire? Nous, l'objectif, quand on fait de l'open data, ce n'est pas de discrimination à l'entrée. Moi, c'est ma donnée métier, je la mets là, vous la prenez et en quelque sorte, vous vous débrouillez. Que vous soyez une start-up ou Google. Donc pourquoi moi, je mettrais du temps agent pour nettoyer une donnée pour Google? Et pourquoi je ne le ferais pas pour une petite start-up ou un chercheur? Donc il y a eu des arbitrages, au début non, et puis au bout d'un moment, il y a été non, il faut que ce soit sur Maps. Donc alors c'était pas un gros travail, hein, c'est quelques heures agent pour nettoyer le fichier et faire en sorte que Google puisse le consommer et qu'il soit sur Maps. Donc voilà, c'est tous ces jeux d'acteurs qu'on a avec tous les gens qui créent et consomment de la donnée. Et avec des questions sur le modèle économique qui se pose derrière, on regarde ce que vous dites. Quelques exemples peut-être issus de la métropole de Montpellier qui recoupent des enjeux plus ruraux? Oui, tout à fait, c'est la suite. Oui, parce que là, le tram, tout ça, Google, c'est pas trop ruraux. Donc, premier enjeu, comment travailler avec nos communes dites rurales, les petites communes. Donc, nous, on avait un gros souci, donc c'était un peu une spécificité locale, de disparité entre les données géographiques de la ville-centre et les données des 30 autres communes. Il y a 31 communes à Montpellier, donc il y avait la ville de Montpellier et les 30 autres, et on avait très peu de données géographiques de qualité. Donc là, on s'est posé plusieurs questions. Comment on fait monter tout le monde en compétences en même temps? Donc il y avait plusieurs choix, et le choix a été fait de travailler avec OpenStreetMap. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un projet de cartographie, un peu c'est le Wikipédia de la cartographie communautaire où les gens créent la donnée. Et on va dire, en fait, on va directement créer la donnée géographique qui nous manque dans OpenStreetMap. Comme ça, elle correspond à un format international. Il y a une communauté, c'est assez pratique. Donc en fait, on a créé cette donnée-là, et après, pour les communes, donc on génère automatiquement des données géographiques sur leur territoire, et on génère aussi ce que vous voyez là, qui sont des plans et répertoires pour les communes. Là, c'est du PDF. Elles peuvent les prendre, elles peuvent les imprimer, les mettre dans leur abribus, ou même les distribuer à leurs habitants. Bon, dans la vraie vie, elles s'en servent pas trop, elles préfèrent faire un plan moche avec plein de publicité autour, mais bon, au moins la donnée elle est libre et elle peut être réutilisée. Donc ça, c'est une première problématique, c'était cette hétérogénéité entre la ville-centre et les plus petites communes
qui n'avaient pas les moyens et comment mettre tout le monde à niveau. Donc voilà, notre angle de d'attaque a été de travailler vers la donnée géographique et nous, ça leur a permis de leur mettre le pied à l'étrier pour ensuite leur demander des données des subventions, des délibérations de leur conseil municipal, des statistiques d'état civil. C'est un peu donnant-donnant, quoi. On te donne de la donnée géographique en fait, en contrepartie. on leur montre que c'est pas si dur de partager de la donnée de qualité et pour qu'elles fassent un petit effort derrière. C'était l'objectif. Des exemples autour de l'eau ou du foncier? Ouais, c'est ça. Ensuite, nous, on a une... Donc, je ne vais pas vous apprendre que la ressource eau, il y a un petit sujet. Et donc, nous, on a déployé sur ce qu'on appelle les grands comptes actuellement, c'est-à-dire les bâtiments publics, les universités, des compteurs de télérelève. Aujourd'hui, il y a un peu moins, 8 000 compteurs de télérelève qui ont été déployés sur les grands comptes. Donc, il y a de fortes chances que ici, la télérelève se fasse avec ça. Donc, c'est des compteurs qui communiquent en LoRa. LoRa, c'est une technologie radio basse fréquence qui permet d'envoyer de l'information à faible coût énergétique. Et en fait, je voudrais juste vous donner un exemple sur les écoles de la ville de Montpellier. Il y a 144 écoles, il me semble, à Montpellier. Donc, elles ont toutes été équipées de la télérelève. Avant, la relève d'index d'eau se faisait au mieux une fois par an. Et donc, en fait, la détection de fuite pouvait prendre 6 mois à 1 an. Aujourd'hui, la télérelève se fait tous les jours. Et donc, le gars qui suit la consommation d'eau dans les écoles, le lundi matin, il se connecte à un tableau de bord qui ressemble à ça. Et là, c'est même peut-être une école. En gros, si l'école elle a consommé de l'eau dans le week-end, c'est qu'il y a une fuite, il y a un problème. Donc, notre réactivité, on est passé de 6 mois à 15 jours pour détecter la fuite et la réparer. Et rien que sur les 144 écoles de Montpellier, depuis qu'on a mis en place ça, l'économie monétaire, c'est 1,8 million en euros. Et en volume, c'est 15 piscines olympiques. Donc, je crois qu'une piscine olympique, c'est 3000 mètres cubes à peu près. Donc, on vous croit sur parole. Et là, non, mais j'ai regardé en fait sur Internet avant. Je crois que selon la profondeur du bassin, bref. Donc, rien que sur les 144 écoles, le fait de faire de la télérelève à distance tous les jours, en termes de rapidité de détection de la fuite et d'intervention, fait des économies. Et cette donnée, elle est à nouveau rendue publique et c'est le fait de l'avoir... Alors celle-là, elle n'est pas... Non, là, c'est de la donnée personnelle. Donc là, c'est géré par la régie, c'est pas de la donnée publique. Là, on est vraiment sur un usage métier. Là, l'objectif, c'est équiper 80 000 foyers de la métropole de télérelève. Donc, à terme, si vous habitez à Montpellier, vous aurez un petit boîtier comme ça qui fera la télérelève eau. C'est pas le compteur Linky de l'eau. Ouais, avec, on espère, des controverses en moins. Sur des sujets fonciers? Sur les sujets fonciers, pareil, nous, sur la consommation du foncier, on a énormément d'enjeux. Il y a des obligations légales sur la zéro artificialisation nette du sol. Donc, on fait comme beaucoup de territoires, on met en place ce qu'on appelle des jumeaux numériques. Donc, c'est souvent des jumeaux 4D, la 4e dimension étant pour la dimension temporelle. Et là, par exemple, donc, c'est quartier Port-Marianne à Montpellier. On peut faire le suivi entre 2018 et 2020. Quels sont les nouveaux bâtiments, combien de pourcentage, combien de surface de terre a été artificialisé. Ça nous sert aussi pour le suivi, tout ce qui est lié au risque eau, inondation, pour faire des montées des eaux et pour faire ce suivi. Toute la partie végétalisation, tous les arbres ont été végétalisés, donc il y a aussi, en termes de gestion îlots de chaleur, îlots de chaleur, îlots de fraîcheur, pour nous, en termes de suivi, c'est assez important. Donc, on développe aussi ce genre d'outils. Donc là, l'outil, lui, il est interne pour l'instant, mais toutes les données qui l'alimentent, tous les modèles 3D, toutes les prises aériennes, la géologue des arbres, tout ça, nous, on le partage derrière parce que c'est de la donnée publique. Donc voilà, donc nous, on est on essaye de pas trop grignoter les terres agricoles qui restent sur notre foncier. D'autant qu'elle a une loi ZAN. Oui, tout à fait. Ouais. Donc on a besoin de ce genre d'outils pour pouvoir faire le suivi de tout ça. Et tout ça n'est permis qu'avec de la donnée de qualité. Et plus ça va, plus elle est de qualité,
mais plus il y a alors, derrière des... Est-ce que j'ai besoin d'un lidar tous les ans qui pèse tant et qui va me consommer de l'énergie serveur? Est-ce que je suis en capacité de le traiter? Est-ce que c'est moi qui le fais ou est-ce que je le laisse faire par l'hygiène, par exemple, qui fait un lidar aérien? Nous, on a plein d'obligations sur le... Enfin bref, on a plein d'obligations pour pouvoir suivre mieux le territoire. Et voilà, c'est fini. Merci. Bah, de rien. Jérémy, juste avant de passer la parole à la salle, moi j'ai encore 2-3 petites questions. Toutes les données produites et mises à disposition par la métropole sont nécessairement gratuites? Alors la loi dit qu'elle est... Oui, la loi est très claire sur ça, c'est gratuit. Il y a juste une micro-marge de manœuvre sur si le coût de la mise à disposition est trop important, on pourrait envisager de mettre en place une facturation. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. J'ai pas en coût serveur, c'est pas parce que sur mon portail API, j'ai 2 millions d'appels. Aujourd'hui, ce n'est pas une problématique financière. Mais peut-être qu'un jour, ça pourrait le devenir. Si mettre à disposition une donnée me coûte trop, je pourrais envisager de le faire facturer. Mais rien que mettre en place le système de facturation, il faudrait vraiment que je sois sûr Puis avec de... peut-être une question de segmentation de l'offre. Effectivement, est-ce qu'on le fait payer tout le monde le même prix ou est-ce qu'on... Ça, pareil, la loi est assez claire sur ça. Il y a des territoires qui le font. Par exemple, c'est la métropole de Lyon qui, si en gros vous êtes un petit, vous ne payez pas. Si vous êtes un gros, vous rentrez dans une autre case. Nous, on n'est pas du tout sur ce modèle-là. On est sur vraiment... que vous soyez Google ou un développeur indépendant, vous y avez accès dans les mêmes conditions. Autre sujet, on a parlé à l'instant de gouvernance des données et du coup de transparence sur les métadonnées, la qualité des données, voire des questions éthiques ou d'éthique politique sur la donnée que je mets à disposition. Elle peut avoir des conséquences en fonction de qui l'utilise. Comment vous gérez toutes ces questions-là? Il y a un comité d'éthique Open Data à aujourd'hui, il n'y a pas de Montpellier. comité éthique Open Data, mais là, en ce moment, nous, on a beaucoup d'interrogations autour de l'intelligence artificielle. Il y a une convention citoyenne sur l'IA qui a été faite à Montpellier, avec des recommandations de 40 citoyens qui avaient été sélectionnés. Et la mise en place d'un comité éthique sur l'usage de l'IA, donc on va dire IA et data, et sont des choses qui sont en cours. Mais actuellement, sur la partie ouverture, non, on n'a pas de comité éthique. C'est au cas par cas, selon les cas. Des fois, des services disent non, on ne veut pas diffuser cette donnée parce qu'elle est trop sensible. C'est ça. Un exemple peut-être d'un dilemme que vous avez pu rencontrer? Sauf si c'est délicat. Non, c'est pas délicat, mais parce que, en gros, on a une donnée sur l'accidentologie. Nous, on ne la diffuse pas directement, mais cette donnée remonte par le ministère de l'Intérieur et en fait est diffusée directement par le ministère de l'Intérieur. Mais on pourrait la diffuser, nous, directement. Et qu'est-ce qui fait que vous ne la diffusez pas versus... Plein de questions. Voilà. Une question de la salle, j'imagine. Davide Rizzo. Alors, nous, on fait beaucoup d'acculturation interne sur la qualité, les formats, le partage de la donnée. Il y a faire ça en 2010 et faire ça aujourd'hui, il y a quand même une culture générale autour de la donnée. En 2010, vous parliez d'open data, personne ne comprenait ce que c'est. Aujourd'hui, tout le monde sait plus ou moins ce que c'est. Après, donc ça, c'est plutôt interne ou via les délégataires. Sur l'aspect citoyen, on ne le fait pas. C'est pas... On pourrait le faire, mais ce n'est pas notre rôle. C'est plutôt le rôle de l'éducation nationale ou des universités. Moi, j'interviens... Peut-être même d'autres acteurs comme les CRIJ oui, voilà. qui font ce travail intermédiaire, peut-être. Ce n'est pas notre mission. Mais je pense que sur la donnée, la culturation sur la donnée, elle ne doit pas se faire que sur l'open data. Moi, par exemple, si je crée une appli et je vous demande, par exemple dans l'application Mticket, si je vous demande le consentement pour utiliser vos données personnelles pour le bien public, vous allez répondre non, alors que le consentement sur Instagram, vous n'avez pas dit non. Et vous diffusez tout à tout le monde. Alors que si moi je vous le demande, il y aura une certaine méfiance et vous n'aurez pas de l'altruisme de données, tout ça. Nous, on aimerait avoir ces données-là juste pour améliorer notre gestion de la ville. Mais ça, cette acculturation-là, c'est à tout le monde de la faire en quelque sorte. C'est éduquer les gens à ça.
Oui, à faire les bons choix aussi dans le consentement et faire des consentements éclairés. C'est ça que j'entends aussi. Tout à fait. Christian. Oui, concernant le partage de la donnée publique, ce qui n'est pas tout à fait la même chose que l'open data, mais enfin c'est au moins un préalable. On voit que les petites collectivités locales sont encore très en retard. Donc les leviers pour le développer, c'est la loi, mais on voit que ça ne suffit pas parce que la loi elle est déjà là. Le deuxième, que j'imagine, moi, c'est aussi qu'elles y trouvent leur intérêt. Et je vois au moins un exemple où ça a été le cas. Alors, par exemple, c'est en Aquitaine, avec la création, il y a je sais pas, plus d'une, peut-être 2 décennies déjà, du GIP à Tégéry, le groupement d'intérêt public qui est de gestion des risques. Justement, il y a les acteurs publics se sont mis autour de la table pour une problématique qui était existante, qui était la gestion du risque. Alors ça a commencé par la défense des forêts contre les incendies, où les gens avaient chacun leur système d'information avec des lieux-dits qui ne portaient pas le même nom, etc., alors qu'ils avaient une même mission, c'était de protéger la forêt contre les incendies. Et ils se sont mis ensemble pour pouvoir protéger cette donnée. Alors je ne sais pas si c'est un cas unique de partir plutôt du problème ou du besoin pour pouvoir aller jusqu'à ce partage de la donnée, voire de la mise au public, ou si c'est une généralité. Mais ça me semble être un levier intéressant pour progresser, en tout cas. Oui, non, enfin, je pense que clairement pour ces territoires, il faut qu'elles y trouvent leur intérêt et qu'elles voient. Enfin, c'est le cas, a été cité le syndicat mixte du Bassinto. C'est suite à des crises par rapport à la culture des huîtres qui se sont mis tous autour pour pouvoir anticiper ce genre de choses. Moi, pour la métropole de Montpellier, c'est que des problématiques urbaines, donc c'est un peu différent. Je ne me suis pas penché personnellement sur ça, mais oui, c'est clairement sur se regrouper et retrouver des problématiques communes, que ce soit sur la sauvegarde des espèces, sur le risque incendie ou inondation, qui pourra faire basculer ces territoires. C'est sûr qu'une commune de 5000 habitants, quand on fasse un calcul d'itinéraire sur Google Maps, ça ne va pas l'intéresser. Il va y avoir un feu rouge, c'est pas... Après, peut-être que si Waze fait passer des camions dans son jardin... là, c'est question de mobilité. Là, ça peut ressortir, et quelle que soit la taille du territoire. On reviendra encore une fois tout à l'heure sur ces coopérations intercommunales, que ce soit au travers d'associations, je pense aux agences d'urbanisme, mais aussi, donc, tu as cité le JPAT Tégéry, mais encore une fois, depuis tout à l'heure, le teasing et d'enfer pour l'intervention du CRIJ, viendra expliquer un peu la mécanique de ces coopérations intercommunales. Une autre question. Je suis sûr que vous en avez. Oui. J'avais peut-être une question plus spécifique sur les réseaux LoRa par rapport à la télérelève. Je voulais juste savoir, est-ce que ça a été un déploiement qui a été fait avec des installations d'antennes par la métropole ou basé sur des réseaux opérés commerciaux? Alors aujourd'hui, on est notre propre fournisseur d'accès, donc on déploie nos antennes. Aujourd'hui, il y a une petite vingtaine d'antennes qui ont été déployées, donc ça ne couvre pas tout le territoire. Le problème on a d'autres capteurs qui communiquent en LoRa. Le problème des capteurs de la télérelève, c'est que c'est des capteurs indoor qui sont enfoncés, donc on a besoin de plus d'antennes. Donc là, on déploie des antennes. Aujourd'hui, on est sur un modèle hybride. Certains capteurs remontent sur nos antennes et d'autres, on passe chez un opérateur. Okay. Mais à terme, l'objectif, c'est couvrir 100% du territoire avec nos antennes. Et est-ce qu'il y a des projets d'ouverture de ces antennes pour d'autres services, pour les entreprises? Sur le papier, l'idée, c'est que ce réseau soit ouvert et que des tiers puissent venir au moins tester sur ce réseau. Moi, j'ai un capteur que j'ai mis là. Comment on remonte l'information? Et nous, après, on est déjà régi sur la fibre et pour les antennes 3, 4, 5G. Donc à terme, il y aura une offre commerciale. Ce qu'il y a, c'est que nous, notre offre commerciale LoRa sera bien moins chère et bien plus avantageuse pour les acteurs comme les chercheurs que les offres des fournisseurs d'accès, qui en plus commencent à basculer sur du full 5G et de moins en moins faire de LoRa. Donc c'est l'objectif, mais aujourd'hui, on n'a pas une couverture à 100% de notre territoire avec nos propres antennes. On en est à, je crois, 16 ou 18 antennes. Okay. Merci Encore beaucoup. une fois, ça m'évoque tout un tas de questions autour des modèles économiques qui se développent potentiellement autour de ces données là, et autour de ces réseaux. Du coup, c'est ça que j'entends. C'est une stratégie numérique claire. On développe, on met de l'argent, on développe notre propre antenne pour pouvoir créer un écosystème de capteurs
communicants qui soient accessibles au plus grand nombre. Ça, après, Ouais, voilà, justement, c'est le plus grand nombre qui m'intéresse. Donc, que aux acteurs publics ou potentiellement aux acteurs privés, potentiellement aux acteurs privés, selon des modalités à définir. selon des modalités à définir, tout à fait. Merci beaucoup, Jérémy. Merci Jérémy à vous. Valentin, on l'applaudit très chaleureusement.